Merci à tous d'avoir soumis vos questions pour l'AmaSlam sur OpenMR. Passons en revue les réponses, toutes préparées et vérifiées par notre équipe SLAM ainsi que par le responsable de leur département, Edgar Chen. Nous commencerons par des questions plus générales, puis nous aborderons des cas plus spécifiques par la suite. Première question. Pourquoi les caméras de suivi SLAM utilisent-elles des capteurs à relativement basse résolution? Le suivi SLAM fonctionnerait-il mieux avec des caméras à haute résolution? J'ai un Pimax Crystal Light et un MetaQuest 2, et les deux semblent utiliser des caméras de qualité à peu près équivalentes, du moins d'après la vue pass-through. Et c'est une très bonne remarque. Le Crystal Light et le MetaQuest 2 utilisent tous deux le capteur OV7251. La résolution de l'image est de 640 par 480. Le taux de rafraîchissement est de 60 images par seconde, dont 30 sont utilisées pour le suivi du casque et les 30 autres pour le contrôleur. Nous développons également des caméras couleur haute définition pour le pass-through, distinctes du suivi. En ce qui concerne le suivi lui-même, oui, une résolution et un taux de rafraîchissement plus élevés offriront théoriquement une meilleure expérience. Mais en pratique, de nombreux facteurs doivent être pris en compte, notamment la performance de calcul, le prix et la stabilité du capteur de la caméra. Et nous pensons avoir trouvé le meilleur équilibre ici. Vaudrait-il mieux avoir quelques caméras haute résolution ou davantage de caméras basse résolution? Encore une fois, il n'y a pas de véritable réponse à cette question. Cela dépend de la résolution totale de l'image. Par exemple, si la résolution d'une seule caméra basse résolution est de 640 par 480 et que cette résolution est portée à 1280 par 960, alors le nombre de pixels est multiplié par 4. Bien sûr, l'algorithme peut aider à réduire cet écart, mais la puissance de calcul nécessaire reste supérieure à celle requise pour deux caméras basse résolution. Cela dépend de la conception de l'algorithme et de la quantité de puissance de calcul que nous souhaitons utiliser. Donc, théoriquement, plus de caméras et des caméras à plus haute résolution seraient meilleures pour la performance du suivi, mais nous avons déjà optimisé la disposition des caméras pour couvrir une très large zone. De plus, un plus grand nombre de caméras consomme également plus de ressources informatiques, ce qui nécessite un certain équilibre. Pourquoi ne puis-je pas ajouter des caméras SLAM USB externes pour éliminer les zones mortes? Des caméras USB externes peuvent effectivement améliorer les angles morts, par exemple si vous tenez votre contrôleur derrière votre dos. Mais ces caméras ne peuvent pas se synchroniser avec le matériel actuel. Envisagez-vous de traiter le suivi SLAM directement à bord des casques à l'avenir? Étant donné qu'un PC peut être très sollicité pour faire fonctionner ces casques exigeants, j'imagine qu'il serait tentant de déplacer une tâche aussi critique que le suivi SLAM vers un matériel dédié sur le casque, où elle n'aurait pas à rivaliser avec le temps processeur du PC. Excellente question, et nous l'avons fait par le passé avec le tout premier Crystal, qui utilise une puce Qualcomm XR2. Le Crystal Lite et le Crystal Super sont des casques PCVR purs, dotés de puces de traitement développées en interne, qui sont plus petites et moins puissantes. Ainsi, le SLAM fonctionne principalement sur le processeur du PC. Peut-être que le mot-clé ici, encore une fois, est l'équilibre. C'est un équilibre entre le prix, la performance et aussi la génération de chaleur sur le casque. Les facteurs atténuants, je dirais, sont que la plupart des PC en VR ne sont pas limités par le processeur, mais par la carte graphique. De plus, nous travaillons toujours à réduire les ressources nécessaires pour le suivi SLAM. Peut-être que cela ne répond toujours pas à votre question. Oui, bien sûr, nous en tenons compte. Mais pour le Superlight et le Dream Air, nous avons choisi de ne pas le faire. À en juger par d'autres casques, les LED sur la manette ne sont-elles pas beaucoup trop lumineuses? Cela introduit-il des tremblements? Il y a une lumière sur la manette qui indique si la manette est allumée, si la batterie est en faible ou si elle est en cours d'appairage. Mais les LED de suivi sur l'anneau ne sont pas visibles à l'œil nu, bien qu'on puisse les voir avec l'appareil photo d'un téléphone. Elles sont à peu près aussi lumineuses que celles utilisées par d'autres marques pour leurs manettes, comme celle de Meta. S'il y a des tremblements, cela peut être dû au fait que la manette est hors de portée de la caméra ou cachée par quelque chose, ou bien parce qu'il y a d'autres lumières invisibles dans la pièce, comme des stations de base. En quoi une manette sans anneau est-elle différente d'une manette avec anneau? Les lumières infrarouges sont toujours présentes dans la manette, mais elles sont moins visibles pour le casque. La clé des manettes sans anneau, c'est le suivi des mains, car il faut vérifier la position du poignet pour compenser ce manque. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous développons le suivi des mains, et d'ailleurs, nous pouvons vous montrer ici la dernière version.
Est-il possible de faire en sorte que les casques prennent en charge à la fois le SLAM et le suivi par station de base? Oui, c'est possible. En fait, nous proposons cette option avec le Crystal Lite, qui utilise une façade interchangeable, et cela arrive également sur le Crystal Super. Cependant, pour le Dream Air, nous avons choisi de ne pas proposer cette modularité, car nous nous concentrons sur un format compact et nous voulons maintenir le poids au strict minimum. Pour ce casque, vous devez choisir soit la version SLAM, soit la version Lighthouse. Pourquoi investir autant dans le SLAM? D'après ce que je comprends, le suivi SLAM est difficile à mettre en œuvre car il s'agit d'une solution logicielle. Les SOTIP et ITIS. Il y a plusieurs raisons. Nous n'évitons pas les choses parce qu'elles sont difficiles. Une autre raison essentielle est que nous voulons posséder la technologie de base afin de concevoir les casques que nous souhaitons, sans dépendre de tiers pour faire fonctionner notre matériel. Même Valve a abandonné les stations de base et elles ne sont pas disponibles à l'achat dans toutes les régions. Et il n'est pas non plus certain qu'elles continueront d'être produites à l'avenir. Et c'est un risque assez important pour nous, mais aussi pour nos utilisateurs. De plus, le suivi Inside Out représente l'avenir, mais il est déjà devenu la norme. Regardez les casques de Meta, Apple ou PlayStation. Une autre raison est que nous pensons que la précision du suivi SLAM dépassera celle du suivi par station de base à l'avenir. Cela s'explique par le fait que le suivi par station de base utilise quelques dizaines de récepteurs infrarouges sur le casque. Mais le suivi Inside Out utilise 4 caméras où chaque pixel de l'image crée un point spatial. Nous pouvons théoriquement générer plus de 1,2 million de points de suivi sur le Crystal Lite ou le Super, mais en réalité, nous en sélectionnons quelques milliers. C'est tout de même bien plus que quelques dizaines. C'est aussi pour cette raison que Tesla souhaite utiliser des caméras optiques plutôt que le LiDAR pour son autopilot. Cela dit, nous savons aussi qu'actuellement, le suivi SLAM nécessite des exigences informatiques et environnementales légèrement plus élevées, et nous continuons d'optimiser cela grâce à des logiciels de reconnaissance d'objets et des algorithmes optimisés qui réduisent la charge du processeur. Nous travaillons sur cela avec toute une pile technologique comprenant les logiciels de base, l'étalonnage, le suivi du casque, le suivi des contrôleurs et le suivi des mains. Avec la technologie SLAM, nous pouvons effectuer la reconstruction 3D, la reconnaissance de cibles et bien plus encore. Parallèlement, les processeurs continueront également à devenir plus puissants et moins chers. J'ai entendu dire que les moniteurs ultra larges ne sont pas idéaux et peuvent affecter le suivi du casque. Pourquoi? Ceci est principalement dû au fait que les objets en mouvement à l'écran vont affecter le suivi du casque, surtout si l'écran diffuse des vidéos ou affiche votre jeu. Le suivi SLAM suit le mouvement du casque par rapport à la pièce qui l'entoure. Ainsi, des objets en mouvement comme des rideaux soufflés par le vent ou d'énormes moniteurs ne sont pas utiles et vont perturber le casque. Nous travaillons sur la reconnaissance d'objets pour éviter cela et exclure le moniteur de l'équation. Lorsqu'on vise avec les manettes comme avec une arme, il y a parfois un problème d'occlusion. Comment travaillez-vous là-dessus? Tout d'abord, c'est un problème courant dans l'industrie. Si vous déplacez les manettes très rapidement ou très loin, les LED peuvent sortir du champ de vision de la caméra. De plus, si vous tenez les deux manettes ensemble, il peut y avoir une discordance entre les LED. Mais c'est pour cela que nous avons un IMU à l'intérieur de la manette, qui mesure l'inertie pour distinguer les deux manettes. Est-ce que le Super aura un jour le suivi de la bouche et des mains? Et lorsqu'il y aura le suivi des mains, sera-t-il compatible avec des gants haptiques? Pour l'instant, nous n'avons pas prévu de suivi de la bouche, mais le Super dispose d'un port USB-C pour les accessoires. Le suivi des mains sur lequel nous travaillons n'est pas forcément compatible avec les gants haptiques. Cela dépend du fabricant. Le suivi des mains sur le Dream Air et le Dream Air SE ne fonctionne-t-il qu'avec la version à suivi SLAM? Oui, c'est exact. La version Lighthouse ne possède pas de caméra de suivi SLAM qui sont également utilisées pour le suivi des mains. Très bien, passons maintenant à quelques questions plus individuelles. J'utilise un Crystal Lite avec un PC équipé d'un Ryzen 5900X. Parfois, il y a un décalage dans le suivi lorsque je bouge la tête. Mon processeur est-il trop lent? Oui, il s'agit simplement d'une erreur de latence de suivi. Seuls quelques utilisateurs rencontrent ce problème actuellement, qui est principalement causé par un conflit entre l'algorithme et les ressources disponibles du processeur. Si vous avez un processeur plus puissant, vous n'aurez pas ce problème. Cela dit, nous travaillons dessus jour et nuit. Nous aimerions beaucoup que vous nous envoyiez un fichier journal. Nous ne pouvons pas recréer tous les problèmes des utilisateurs dans nos bureaux, comme dans votre pièce. Mais lorsque nous recevons votre journal, nous pouvons travailler sur le vôtre afin d'améliorer notre algorithme et de l'adapter à des situations et des pièces comme la vôtre. Nous avons déjà créé une nouvelle bibliothèque d'algorithmes pour les consommateurs ayant créé des tickets, et leurs problèmes de latence de suivi ont été améliorés ou complètement résolus.
Ces améliorations sont déployées à chaque nouvelle version de Pimax Play. Donc, vous n'aidez pas seulement vous-même, mais aussi d'autres utilisateurs ayant un processeur ou un environnement de pièces similaires. Voilà, j'espère que cela vous a été utile. Merci à tous d'avoir soumis vos questions, et merci à Edgar, qui est maintenant aux États-Unis, d'avoir aidé à y répondre. Rejoignez-nous sur OpenMR pour des discussions plus approfondies sur la VR sur PC.